Bonsoir à toutes et tous et merci d'être parmi nous ce soir pour participer à ce nouveau webinaire qui s'intitule Le concept de résilience et ses aspects actuels. Donc, quelques mots d'introduction. Je m'appelle Sabria Tahar, j'exerce en tant qu'infirmière, mais essentiellement en tant que thérapeute du lien et des mondes relationnels et suis également formatrice en formation au sein de l'équipe de l'Institut Mimétis. Je suis ravie ce soir de participer et de vous présenter cette nouvelle rencontre qui s'inscrit dans la continuité du précédent congrès qui avait pour thème Sidération, effondrement, renaissance et qui se poursuit dans la préparation du prochain congrès qui aura lieu au Palais des Congrès de la Baule et qui se déroulera du 31 mai au 3 juin 2023 sur le thème S'accorder, co-créer, transmettre, le lien humain au cœur de la thérapie. Donc, vous aurez la possibilité d'accéder à ce webinaire d'accéder au replay de ce webinaire sur le site de l'Institut, mais également d'accéder à tous les précédents si vous n'avez pas encore eu la possibilité d'y participer. Donc, je rappelle que Mimétis a pour mission de former et d'accompagner les professionnels de santé, de l'accompagnement, de la relation d'aide, à développer et à conjuguer leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire à travers une pédagogie, une philosophie qui place le lien et la relation au centre de sa pratique théorique, mais surtout expérientielle. Vous avez la possibilité de retrouver l'intégralité des formations que propose l'Institut, que ce soit en hypnose, en thérapie narrative, en thérapie des mondes relationnels, ainsi que d'autres ateliers sur le site de l'Institut. Vous avez la possibilité d'interagir, de poser vos questions dans le chat pendant toute la durée de cette conférence afin que je puisse la relayer à nos conférenciers qui sont là présents ce soir. Et voilà, nous avons un temps imparti d'une heure et demie qui sera partagé d'une heure d'échange et puis de 30 minutes de questions avec vous, qui sera dédié aux échanges. Voilà, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre écoute. Et je vais à présent laisser la parole au docteur Éric Bardot, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, concepteur et développeur de la thérapie du lien et du monde relationnel, et également directeur de l'Institut Mimétis, et à Madame Annie Hanot, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous ce soir, qui est professeure des universités en psychologie, psychologue clinicienne, thérapeute familiale et autrice de nombreux ouvrages et publications dans le domaine du soin et de la thérapie. Donc, je vous remercie d'être présent et je vous laisse à présent la parole afin que vous puissiez nous partager vos savoirs sur la thématique du concept de la résilience et ses aspects actuels. Merci beaucoup. C'est amené Boris Cyrulnik qui a médiatisé le concept à partir des années 90, 1990. Et comme je disais, ce concept à la fois me tient à cœur pour des raisons d'histoire familiale et en même temps à double titre puisque je viens d'une famille de fondeurs. Et comme je disais, dans l'histoire de la résilience, Treadgold, en 1824, a écrit un traité sur la fonte. Or, je trouve que la fonte, c'est intéressant parce que justement, ça pose la question de la résilience. La résilience comme résistance au choc, je veux dire, quand il concerne les matériaux. Or, justement, la question de la fonte, comme je disais, c'est que la fonte pure, ça casse. Et donc, il faut introduire une impureté dans la fonte, par exemple, du magnésium, pour que le carbone cristallise, et c'est la cristallisation du carbone qui va permettre à la fonte de devenir une matière résistante et qui peut être utilisée. Donc,
cette idée qu'il faut introduire une impureté, déjà, me semble intéressante. Le deuxième point aussi que j'aimerais ajouter, c'est que si on regarde au microscope électronique, après un choc, la structure moléculaire au niveau du choc a changé. C'est-à-dire que même si en apparence, le matériau a repris sa position, il n'empêche qu'au niveau du point d'impact, la structure moléculaire a changé. Et que s'il y a un autre choc au même endroit, évidemment, c'est un point de fragilité. Ce qui fait que quand on parle de résistance au choc, il me semble que ça pose déjà la question, est-ce que la résilience n'est que résistance au choc et résistance au trauma et aux situations sévères de la vie, ou est-ce que c'est plus que ça? Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du concept de résilience dans la mesure où il est tellement popularisé, tellement galvaudé dans l'univers médiatique, qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'on peut en faire dans le cadre de la psychologie et de la thérapie? Et ce que je te propose, Marie, c'est de rebondir là maintenant sur cette première question. Bien, mais je crois que dans ce que tu as présenté, tu as pratiquement, finalement, présenté les différents axes d'approche de la résilience, qui est un concept assez complexe et qui peut aussi, qui peut se travailler autour de la question d'adaptation, d'inadaptation, de réponse à un traumatisme, etc. Je suis un peu gênée parce que j'ai un retour dans ce que je parle. Je voulais aussi te dire quelque chose quand même avant de démarrer. Je vais avoir je peux tirer différents fils de la pelote tout à fait intéressante que tu viens de présenter. Tout d'abord, lorsque j'entendais pas très bien, j'avais cru entendre « je suis d'une famille de frondeurs ». De frondeurs. Et c'était de frondeurs. Mais je pense que frondeurs pourrait aussi très bien t'aller d'une certaine façon. Bon, ça, je ferme cette parenthèse. Tu peux développer. En tout cas, on en parlera peut-être tout à l'heure ou une autre fois. Mais revenons quand même à ce que tu as dit. Effectivement, lorsque l'on essaye de définir ce qu'est la résilience, on peut l'aborder de différentes manières. On peut l'aborder en tant que correspondant à un état, à un moment donné du parcours de vie de quelqu'un. On dit de quelqu'un qu'il est résilient. En tout cas, il est résilient à ce moment-là. Il ne le sera peut-être pas toujours, parce que ça, c'est encore une autre histoire sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure. Mais on peut aussi l'aborder comme un processus, notamment intrapsychique, qui va permettre à ce sujet, si on a affaire à quelqu'un de particulier, de pouvoir finalement se reconstruire malgré une situation traumatique. Alors, ça peut être une situation traumatique qui s'est installée dans la durée, qui est pérenne, comme par exemple une situation de maltraitance, une situation de carence affective importante, enfin différents facteurs de risque, ce que l'on appelle communément une situation d'adversité chronique qui souvent effectivement perdure. Et d'ailleurs, les premiers travaux ont porté là-dessus. Mais évidemment, on peut aussi parler de résilience pour quelqu'un qui surmonte un événement traumatique qui peut être plus ponctuel, qui peut arriver alors que jusque-là, le parcours de vie n'était pas spécialement délabré, ne posait pas spécialement problème, et un événement, alors ça peut être un accident, une maladie, la perte traumatique d'un être cher, enfin différents événements qui sont plus ponctuels. Alors en fait, ces deux approches sont des approches qui coexistent et qui peuvent d'ailleurs se rencontrer dans un même parcours de vie hein, pour quelqu'un. Si on pense par exemple à une situation de maltraitance, il peut y avoir un aspect effectivement récurrent, mais on peut aussi identifier parfois certaines agressions plus particulières, certains traumatismes plus particuliers. Mais je reviens un petit peu à ce que tu disais aussi tout à l'heure, toujours pour commencer à décrypter un peu cette approche de la résilience et ce processus de résilience. Lorsque tu as parlé donc de cette impureté
qui vient finalement qui est à l'origine de la résistance de la fente. Je ne connaissais pas spécialement cet aspect-là, tu vois, j'en apprends tous les jours grâce à toi, mais c'est une métaphore tout à fait intéressante du processus de résilience, parce qu'effectivement, on peut considérer notamment chez les sujets qui surmontent un traumatisme ou à un moment donné de leur vie, que c'est le traumatisme qui va enclencher le processus de résilience. L'entrée en résilience, pour le dire autrement, va apparaître à partir du moment où il y a eu justement une confrontation avec un traumatisme. Sinon, ce n'est pas de la résilience, c'est autre chose, c'est de la résistance, c'est de la force interne, etc. Et comme tu le disais très justement, on parle de résilience dans des contextes divers et variés. J'ai vu passer quelque chose autour de la cyber-résilience des banques, par exemple, aujourd'hui. Bon. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'approche de la résilience du point de vue psychologique et appliquée à l'être humain. Et c'est vrai qu'appliqué à l'être humain, il y a quand même effectivement toujours un lien possible. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'agit d'une impureté, mais en tout cas, il y a un événement qui vient faire effraction ou une suite d'événements, bien entendu. Et pour qu'il y ait effectivement un processus de résilience, il faut que, le processus de résilience va supposer d'intégrer et de transformer ce traumatisme en quelque chose qui va faire partie du parcours de vie et du développement du sujet. C'est-à-dire qu'on parlera de résilience lorsque les sujets arrivent à surmonter cette situation traumatique, à donner ou à trouver du sens à ce qui leur est arrivé et à se projeter dans l'avenir et à continuer à se construire. Mais il s'agit bien effectivement de quelque chose qui n'est pas simplement la reprise d'un développement comme si rien ne s'était passé. Il s'est passé quelque chose et c'est à partir de là que l'on pourra parler de résilience. Donc, ce que tu as présenté avec ce que tu évoquais à partir notamment du changement moléculaire, fait pour être, encore une fois, une très belle métaphore du processus de résilience. Et ça permet de donner un éclairage et de préciser ce que l'on entend par résilience appliquée au sujet humain, qui n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas tout à fait la même définition que celle que l'on imagine parfois lorsqu'on pense que la résilience, ou lorsque l'on dit un peu rapidement que la résilience, c'est retrouver l'état initial. Non, ce n'est pas retrouver l'état initial parce qu'il s'est passé quelque chose qui a marqué, parfois physiquement, au moins psychiquement, le sujet. Et le sujet va continuer à se construire, mais différemment, avec cette histoire traumatique qui est la sienne, ou cette histoire d'adversité importante qu'il a pu rencontrer au cours de son enfance ou au cours de sa vie. Alors, si je rebondis sur ce que tu dis, il y a deux, trois questions qui me viennent. La première, c'est la résilience, mécanisme intrapsychique ou processus interactionnel. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va construire la résilience? Qu'est-ce qui va faire? Ça, c'est le premier point. La deuxième question que je me pose, c'est la résilience. Dans l'idée, c'est un processus qui est mobilisable chez tout le monde. Et donc, qu'en retour, les événements de vie vont venir faire obstacle au déploiement du processus de résilience, ou le processus de résilience va se mettre en route au moment où il y a, je dirais, l'effraction traumatique, l'événement traumatique qui vient. En fait, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, d'abord, concernant la différence, lorsque l'on parle de processus intrapsychique, il s'agit d'une lecture qui est centrée sur ce qui se passe au niveau de l'individu, avec une lecture qui est, on va dire, d'inspiration plus ou moins psychodynamique. Et ça fait d'ailleurs partie des lectures que j'ai développées ou que j'ai contribué à développer. Et c'est vrai que c'est intéressant de se pencher sur ce qui se passe
au point de vue, enfin chez l'individu lorsqu'il est effectivement dans un processus de résilience. Et là, on peut d'ailleurs, comment dire, repérer deux grands moments. Le moment qui peuvent être consécutifs dans le temps de manière assez rapide, ou au contraire s'installer, enfin s'étaler un petit peu dans le temps. Alors le premier mouvement, c'est effectivement suppose face à un traumatisme, là, il s'agit de la réaction d'un sujet face à un traumatisme, c'est la mobilisation de mécanismes de défense, si on est dans une approche psychodynamique, qui vont permettre au sujet finalement de juguler l'angoisse, ou en tout cas de la canaliser, de se protéger de l'envahissement de l'angoisse, de se protéger de l'effraction psychique, comme aurait pu dire Freud. Mais on parlera de résilience lorsque le sujet passe à une seconde étape, qui est une phase, cette fois-ci, d'élaboration, qui va permettre aussi de mobiliser éventuellement des processus, des mécanismes de défense ou des processus d'ajustement, mais qui peuvent être différents, en tout cas plus adaptés à long terme, et qui passent surtout par la possibilité de donner du sens à l'épreuve, de donner du sens à ce qui s'est passé, et ce qui va permettre aussi dans un second temps aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir. Pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut encore avoir pu effectivement intégrer le traumatisme élaboré à partir de ce qui s'est passé. Alors, cette seconde phase peut se faire, j'allais dire, spontanément. On parle parfois de résilience entre guillemets naturelle dans ces cas-là. Spontanément, en tout cas, la personne va s'appuyer éventuellement sur des liens sociaux, ça peut être amicaux, etc. Mais elle peut aussi passer par des aides qui sont des aides de professionnels, psychiatres, psychologues, qui peuvent aussi accompagner ce processus ou l'aider notamment dans ce processus d'élaboration. Et ça rejoint totalement ta deuxième partie, ta deuxième question concernant la question de est-ce que la résilience finalement pourrait être l'apanage de tout le monde? Est-ce que tous les individus autrement dit, ont un potentiel de résilience, hein? Ça revient un petit peu à ça si je ne te... Alors, actuellement, on a tendance, dans la communauté scientifique qui travaille sur la question de la résilience, à penser que oui, que tous les individus ont un potentiel de résilience, mais il peut être plus ou moins développé ou ne pas avoir rencontré les conditions qui permettent de se mettre en place. Alors, les conditions qui peuvent être des conditions internes, c'est-à-dire la mobilisation de mécanismes de défense ou, pour le dire autrement, la mobilisation de facteurs de protection qui vont permettre au sujet de ne pas être envahi par l'angoisse et de ne pas être trop déstabilisé par la situation qu'il rencontre, qui vont lui permettre de se construire ou de se reconstruire malgré cette situation traumatique. Et donc, j'ai perdu le fil de mon idée. Protection pour activer. Oui, voilà. Donc, la mise en place donc, de ces facteurs de protection qui, alors, quelquefois, enfin, oui, ce que je voulais dire, c'est que les facteurs de protection peuvent être d'origine interne, c'est-à-dire mobiliser des modes d'adaptation, des mécanismes de défense, des stratégies d'ajustement, pour utiliser d'autres référentiels théoriques, mais aussi l'individu peut s'appuyer sur des aides, sur des soutiens qu'il peut rencontrer. Et là, ça rejoint donc l'aspect plus interactif, en tout cas relationnel. La personne va s'appuyer éventuellement sur un parent ou quelqu'un de la famille, même si le traumatisme ou la situation familiale est par ailleurs, entre guillemets, défaillante, comme dans les cas de maltraitance, par exemple, ou de carence, on peut trouver soit dans la famille élargie, soit au moins un membre de la famille suffit pour aider à mettre en place ce processus. Mais d'autres ressources peuvent être trouvées dans l'environnement, qui sont des ressources dans l'environnement plus social, alors amical, communautaire, la communauté d'appartenance, dans le sens communauté de vie, bien entendu. Donc, autrement dit, on considère que le processus de résilience, certes, va s'appuyer sur des
des modes de protection d'origine interne au sujet, mais en interaction, l'un n'empêche pas l'autre, en interaction avec des soutiens trouvés auprès de l'entourage, on pourrait dire affectif, familial ou affectif, et éventuellement aussi dans l'entourage social. Et quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est un psychiatre que tu connais sûrement, qui est Michael Rutter, qui est un des pionniers, un des précurseurs de l'approche de la résilience, puisqu'il fait partie de ceux qui ont commencé à mettre en travail cette approche à partir des années 70 et un peu plus des années 80, avant qu'on en parle encore en France, hein, grâce à Boris Cyrulnik, comme tu l'as dit tout à l'heure. Eh bien, Michael Rutter, donc psychiatre, avait bien insisté sur cet aspect-là, sur l'importance à la fois de la mobilisation de ressources personnelles alliées à des ressources trouvées dans l'environnement affectif et social du sujet, comme expliquant la plupart des trajectoires de résilience. Et à partir d'observations qu'il a pu faire chez des enfants, des adolescents qui arrivaient à se construire dans des situations de facteurs de risque cumulés. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes observations faites par d'autres chercheurs parmi les précurseurs des travaux sur la résilience. Alors, c'est vrai que tout ça, ça s'inscrit, cela dit, dans un référentiel théorique qui est un peu particulier, puisqu'on peut rappeler aussi que la résilience, enfin l'approche de la résilience, en tout cas, est un carrefour épistémologique finalement. On peut convoquer différents focus théoriques pour essayer de comprendre. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure des approches, notamment pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau intrapsychique, qui peuvent trouver des articulations dans l'approche psychodynamique. On pourrait reparler aussi, bien sûr, de l'approche de l'attachement, qui donne aussi un aperçu un petit peu différent et un peu plus dans les interactions relationnelles, on va dire notamment affectives. Mais aussi, on peut évoquer, et c'est là-dessus que se situent notamment les travaux de Michael Rutter et de bien d'autres, c'est dans ce qu'on appelle la psychopathologie développementale, qui est aussi, et c'est vrai que la psychopathologie développementale a tendance à présenter la résilience comme finalement un processus d'adaptation plus ou moins adéquat à des situations qui peuvent être des situations d'adversité, notamment d'adversité chronique ou des situations traumatiques plus ponctuelles. Alors que, bon, on pourrait aussi, bien sûr, évoquer tout ce qui vient aussi des recherches sur le stress, sur le coping, etc., qui apportent aussi un autre éclairage. Après, c'est ce qui fait peut-être à la fois l'intérêt, la complexité de l'approche de la résilience, mais peut-être aussi un peu sa faiblesse, c'est-à-dire que quelquefois on se dit mais qu'est-ce que c'est différent, on peut se demander pourquoi ces différents focus théoriques, si on n'arrive pas parfois à trouver des articulations dans ces différentes approches. Alors, je pense en tout cas en tant que chercheur moi-même et psychologue clinicienne, bon, j'ai mes propres préférences aussi par rapport à ces théories, mais c'est intéressant de voir ce que peuvent en dire aussi les collègues qui font référence à d'autres approches, donc les stress, le coping, les thérapies cognitivo-comportementales qui aussi s'intéressent à l'approche de la résilience. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, enfin peut-être sur la question donc, de présent chez tout le monde, peut-être encore quelques mots. Je n'ai peut-être pas terminé sur cette question qui est une vaste question. Donc l'idée que le processus de résilience puisse effectivement être présent chez tout le monde, mais que tout le monde, toutes les personnes confrontées à une situation traumatique, pour faire bref, ne vont pas forcément mettre en place un processus de résilience. L'explication que l'on peut trouver, c'est que les conditions internes et ou externes n'étaient pas tout à fait favorables, n'étaient pas réunies en tout cas pour pouvoir déclencher ce processus. Et ce qui explique que l'on puisse penser aussi à ce que l'on pourrait appeler des accompagnements de la résilience ou des thérapies basées sur ce principe-là, qui peuvent là aussi après faire référence à des théories qui sont le choix des chercheurs ou des praticiens, mais qui ont en commun d'accompagner la personne. C'est pour ça que j'utilise ce terme, je préfère appeler cela donc un accompagnement de la résilience, dans la mesure où on part du principe que c'est la personne qui va pouvoir à un moment donné s'en saisir, si tout va bien, si tout se passe bien,
Et elle le fera, j'allais dire, le moment venu, avec la temporalité qui est la sienne. Autrement dit, il n'y a pas de processus de résilience type. Chacun va trouver à son rythme et en fonction des ressources qui sont les siennes et celles qu'il pourra trouver dans son environnement, va trouver le chemin d'un parcours de résilience. Alors parfois avec des aides de professionnels si besoin, quelquefois sans. Est-ce que dans ce que tu es en train de dire, ça peut faire référence au tuteur de résilience? Oui, pardon? Est-ce que je dis ça peut faire référence au tuteur de résilience? Alors oui, là c'est une notion très intéressante qui a d'ailleurs été développée par Boris Cyrulnik. Rendons à Boris ce qui appartient à Boris. C'est vrai que les tuteurs de résilience, qui fait aussi écho à ce qu'on appelle par ailleurs des tuteurs de développement, mais là c'est dans le cas particulier de personnes qui ont été confrontées à des situations traumatiques ou à une adversité chronique. Les tuteurs de résilience, effectivement, ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que lorsque l'on étudie un parcours de vie de quelqu'un réputé résilient ou qui se dit parfois lui-même résilient ou une personne résiliente, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours un ou des tuteurs. Souvent, c'est plusieurs. Alors, parfois, c'est un tuteur un peu particulier qui a été plus marquant, mais bien souvent, on en rencontre comme ça plusieurs au cours du parcours de vie qui sont en fait des personnes ressources qui ne sont pas toujours conscientes de ce qu'elles ont pu apporter à un moment donné dans la vie de la personne. Parfois, c'est plus reconnu, mais d'autres fois, c'est d'une certaine façon à leur insu. Que ces tuteurs de résilience peuvent aider aussi à soutenir. Le principe même du tuteur de résilience, c'est quelqu'un qui va pouvoir finalement soutenir le processus, mais pas forcément... alors on peut retrouver des professionnels, mais on peut trouver aussi des non-professionnels qui ont cette valeur-là de tuteur de résilience. Oui, en fait, ça m'amène à me poser une question. Est-ce que la résilience peut s'activer sans, de manière formelle ou informelle, ce que tu dis, la présence de tuteurs de résilience? Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer que le processus de résilience peut se faire à l'exclusion, je dirais, dans un scénario de seul au monde? Je dis dans un scénario de seul au monde. Ah, seul au monde. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que oui, finalement, est-ce que quelqu'un seul sur une île déserte pourrait s'avérer résilient? On sait que dans les scénarios de fiction, mais peut-être pas que, les personnes qui se sont retrouvées dans ces situations-là se sont inventées quelqu'un à qui elle pouvait parler, ou ont trouvé opportunément un vendredi qui est venu, je pense à Robinson bien sûr, qui est venu finalement apporter aussi aide et soutien. L'aide et le soutien peut être évidemment déjà une écoute, une présence, quelqu'un à qui on peut se confier, ou quelqu'un qui redonne espoir, qui redonne du courage. Enfin, on a différentes situations comme ça qui sont tout à fait passionnantes lorsque les personnes racontent leur histoire. À chaque fois que j'ai eu affaire à des personnes qui souvent maintenant se disent elles-mêmes résilientes, elles racontent comment telle ou telle personne ont été des personnes marquantes, des personnes qui ont fait parfois, qui leur ont permis de changer de trajectoire ou de trouver des ressources, ou les ont aidés à un moment donné à se reconstruire, effectivement. Donc, je ne sais pas si un Robinson qui serait complètement tout seul y arriverait complètement. Alors après, il y a l'imaginaire, il y a les références que l'on a pu intérioriser. On pourrait peut-être retrouver des liens avec l'approche de l'attachement, mais c'est une piste à explorer, je pense. Oui, c'est une piste à explorer. Je dirais, à partir de mon expérience clinique, et pour ma part, je suis pas convaincu que l'activation du processus de résilience puisse se faire dans un scénario de seul au monde.
C'est- Par ouais. contre, dans mon expérience, ce qui est clair, c'est, et de thérapeute et personnel, ce qui est clair, c'est que si on prend le concept de tuteur de résilience, en fait, les personnes soutien peuvent venir s'inviter à des moments où, comment dire, on n'a pas forcément conscience qu'à ce moment-là, la personne soutien va être une personne soutien. Et qu'en fait, ça va être Tu peux mettre le... Oui, je dis qu'une personne soutien va être une personne soutien. C'est-à-dire que dans mon expérience, c'est souvent dans l'après-coup et pas sur le moment qu'il va être possible de repérer ce que la personne a apporté ou comment elle a orienté ou comment elle a réorienté. Et je pense que dans cette réorientation, ou je ferai l'hypothèse dans cette réorientation, qu'il y a quelque chose qui serait je dirais, de la réhumanisation, de la réactivation de l'humain, c'est-à-dire la reconnaissance de l'être humain que je suis, en quelque sorte. Et que, il me semble, et que cette reconnaissance, elle me semble pas simplement une reconnaissance comme ça de l'extérieur, c'est dans le fait de partager une expérience, une rencontre, une expérience qui, à ce moment-là, a un effet de réhumanisation, de reconnaissance de la personne dans ce qu'elle est ou dans ce que je suis, en quelque sorte. Et je me dis que cette expérience-là me semble un point d'appui qui, en même temps, réoriente et donne du sens entre, je dirais, l'impensable, l'incapacité à mettre en sens, c'est-à-dire le vide de pensée, et l'expérience de vie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait associer, bon, lorsque tu parlais donc des tuteurs de résilience dont les sujets peuvent finalement prendre conscience dans l'après-coup. C'est effectivement souvent lorsque les personnes arrivent à soit faire un bilan de vie, soit racontent ou se racontent, ou par écrit, ou de différentes façons, ou se racontent à un thérapeute à un moment donné, qu'elles prennent souvent conscience de ces tuteurs de résilience. Ce ne sont pas forcément, effectivement, tu as raison, ce n'est pas forcément au moment où c'est dans l'après-coup. Lorsque quelqu'un dit, mais raconte que la situation traumatique l'avait évidemment déstabilisé, etc. Et que telle personne ou telle personne lui a permis de s'en sortir, entre guillemets, comme on dit bien souvent, ou lui a permis de revoir un petit peu sa trajectoire. Alors, quelquefois, ce sont d'ailleurs ces tuteurs de résilience, c'est important de le rappeler, ce sont parfois des personnes qui s'installent dans la vie du sujet. Bon, on a parfois des personnes qui épousent leur tuteur de résilience. Bon, mais dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui fait qu'un court passage, mais un passage qui reste marquant et qui va être en tout cas marquant pour le sujet qui est dans un parcours de résilience, en tout cas dans un parcours de reconstruction, même si sur le moment, est-ce qu'on parle de résilience? Autrement dit, parfois c'est effectivement dans l'après-coup que certains se disent mais telle ou telle parole a été fondamentale, a été fondatrice et va marquer le sujet de manière très très importante, sans pour autant que la personne qui a parfois été un soutien relativement ponctuel ait eu toujours conscience d'avoir eu ce rôle-là. Donc autrement dit, les tuteurs de résilience, ce ne sont pas forcément des personnes toujours identifiées au moment même, si je puis dire, de leur action, de leur accompagnement. C'est toujours en tout cas, pardon ? J'allais dire, c'est dans la reconstruction de l'histoire. Voilà. Dans la reconstruction est-ce que je peux dire ça, d'une nouvelle narration, c'est-à-dire la résilience aussi, est-ce qu'elle ne s'exprime pas au niveau du langage par un changement de position qui va s'exprimer aussi par une nouvelle narration de son histoire, et est-ce que c'est pas dans cette reconstruction justement qu'à ce moment-là,
vont apparaître ou émerger justement la présence de ces tuteurs de résilience éphémères, dont l'action est éphémère et pourtant fondatrice. Absolument, absolument. Et c'est vrai que d'ailleurs, on pourrait même se demander si ce qui est le plus important dans l'histoire, c'est que la personne qui a entendu, retenu, ou qui se remémore bien plus tard ces paroles, voire qui les reconstruit, au moins partiellement, eh bien, ce qui est important, c'est que c'est elle qui donne du sens à ce qu'elle a perçu. Autrement dit, le tuteur de résilience n'a d'effet, de sens que parce c'est quelque part une main tendue, mais encore faut-il s'en saisir. Et il ne suffit pas d'approcher quelqu'un, on pourrait même être intrusif parfois en essayant d'aider quelqu'un qui n'est pas dans cette demande-là, ou en tout cas pas ce type de demande à un moment donné de son parcours. C'est vraiment quelque chose qui est qui émane du sujet en détresse, que de trouver effectivement à un moment donné quelqu'un qui lui tend la main et de pouvoir s'en saisir. Et parfois, on peut tendre la main et ce n'est pas le bon moment aussi. Mais le tuteur de résilience va devenir tuteur de résilience, prendre sens en fonction de ce qu'en fait le sujet. C'est lui qui, non pas qui décide, mais qui peut s'en saisir ou pas. Et effectivement, la narration permet ensuite de redonner cette place-là à cette personne ou à ces personnes, puisqu'encore une fois, il peut y en avoir plusieurs parfois dans un parcours de vie. Mais ce sont des éléments intéressants qui parfois sont sujets aussi, d'ailleurs, parfois à des extrapolations un peu rapides. Par exemple, des personnes qui vont dire moi, je vais être le tuteur de résilience de... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Encore faut-il, voilà, il faut, c'est pas, on ne se décrète pas tuteur. Un exemple que je prends quelquefois parce que je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre, c'est lorsqu'il y a pour un enfant ou un adolescent dans une institution, un éducateur référent. Eh bien, quelquefois, c'est l'éducateur référent qui pourra avoir cette valeur de tuteur de résilience, mais quelquefois, ce n'est pas du tout l'éducateur référent, c'est quelqu'un d'autre qui peut ne pas être un éducateur, qui peut être, le cuisinier, la cuisinière, le jardinier, d'autres personnes qui vont avoir ce rôle-là, ce rôle d'accompagnement, d'aide, de soutien pour l'enfant, ou un autre éducateur qui n'est pas forcément celui qui a été désigné. Donc, on ne s'auto-décrète pas tuteur de résilience. On est choisi ou pas, d'une certaine façon, ou on est au bon moment ou pas à ce moment-là. Est-ce que je vais comprendre alors que je pourrais dire qu'une des bases, c'est qu'il y ait une rencontre qui permette une écoute réciproque. Et dans cette écoute... Oui. Je crois que c'est une écoute réciproque, mais c'est pas autre élément aussi peut-être à préciser à propos des tuteurs de résilience, c'est que les tuteurs de résilience ne sont pas forcément à l'écoute de l'histoire traumatique. Certains peuvent avoir valeur de tuteurs de résilience, vont être présentés comme tels, en tout cas je l'ai vu plusieurs fois dans les récits de vie des personnes réputées résilientes, qui expliquaient comment telle ou telle personne avait été fondatrice, avait été fondamentale, avait eu une parole, un geste, un moment d'écoute, alors même que la personne ne connaissait pas l'histoire. Je vais donner un exemple. Plusieurs fois, je l'ai rencontré dans des récits de patients ou de personnes qui évoquaient, par exemple, un enseignant ou une enseignante qui peut avoir eu ce rôle sans être officiellement au courant du traumatisme vécu par l'enfant à l'époque ou l'adolescent. Et pourtant, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas forcément toujours en allant de ce côté-là, parce que c'est une autre forme d'écoute, une autre forme d'accompagnement, une forme aussi une aide parfois qui passe par la revalorisation, etc., sans toujours forcément toucher au fond. Alors, parce que ce ne sont pas des thérapeutes forcément. Alors évidemment, si c'est le psychiatre ou le psychologue qui a ce rôle-là,
Bon, les deux aspects peuvent être confondus, mais dans d'autres circonstances, le tuteur de résilience n'est parfois pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Et j'allais dire, ce n'est pas voulu par la personne qui ne va pas raconter. Je pense à des situations, par exemple, de maltraitance, où parfois un enseignant ou une enseignante a eu vraiment ce rôle d'accompagnant, de tuteur de résilience, d'aide, d'écoute, etc., sans pour autant que l'enfant lui ait confié véritablement la situation de maltraitance. Alors, il restera toujours un doute. Est-ce que l'enseignant avait quand même compris qu'il se passait quelque chose? Mais rien n'a été dit explicitement de la maltraitance. Je parle de situations de maltraitance où les services sociaux n'étaient pas entrés en jeu, parce qu'il y en a beaucoup, comme tu le sais. Est-ce que je peux dire alors qu'il s'agirait d'un moment d'exception, qui peut être un moment d'exception unique ou répété, et que dans ce moment d'exception, il y a la possibilité alors de faire l'expérience d'un côté de faire l'expérience de reprendre confiance ou de faire une expérience de confiance dans la relation humaine, si je peux parler comme ça, et de l'autre, dans cette confiance dans l'expérience de la relation humaine, d'avoir dans le regard de l'autre la reconnaissance je sais pas, de mes potentialités, de mes capacités, j'allais dire de la personne que je suis. Est-ce que oui, alors, et qu'en fait, ça ne passe pas forcément par le partage de l'histoire traumatique. Voilà, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure lorsque tu parlais du concept de réhumanisation, hein, de cette. Je crois que, enfin, moi, je fais le lien avec ce que tu viens de dire à l'instant. Je crois qu'il y a quelque part cette notion-là qui est au centre aussi de l'accompagnement de la résilience, qui n'est pas un accompagnement, là, cette fois-ci officiel, thérapeutique, etc., Oui. ce qui peut aussi se mettre en place, mais qui peut bien fonctionner. Oui, d'ailleurs, on peut se demander aujourd'hui, dans un certain nombre de situations, si les animaux ne participent pas aussi, les animaux de compagnie ne participent pas aussi de ce processus. Absolument, absolument. D'ailleurs, dans les thérapies, les thérapies à médiation, alors il y a des thérapies à médiation animale, hein, comme tu dis, qui sont utilisées dans cet esprit-là. Alors, parfois, ce n'est pas la thérapie, c'est un animal de compagnie à la maison, etc. Et on voit, par exemple, dans des situations de maltraitance, le rôle qui peut être joué par un animal de compagnie, qui peut être vraiment un rôle de soutien, d'aide, qui permet, au moins pour partie, je ne sais pas si ça explique totalement le processus de résilience, mais qui peut être vraiment un Facilitateur. Pardon ? Je dis un facilitateur. Voilà, absolument, un facilitateur. Alors, si tu permets, Marie, je vais faire le naïf et je vais te poser une question comme si je ne connaissais rien. Et c'est une question qui me semble importante justement quand on parle de cette question de la résilience. C'est qu'est-ce que tu ferais, toi, comme différence entre défense, protection et ressources? Alors, disons que mécanisme de défense, mécanisme de protection et ressources. Alors, évidemment, ces trois concepts peuvent trouver des articulations, mais effectivement, ils sont assez différents. Les mécanismes de défense ou les modes de protection vont permettre, en tout cas dans le processus de résilience, de se préserver de l'envahissement de l'angoisse, de la désorganisation psychique avant tout. Mais ils peuvent aussi, au moins pour les mécanismes de défense, pour certains d'entre eux, participer à la phase d'élaboration. Mais bon, alors que les ressources sont effectivement peut-être davantage déjà dans le processus de reconstruction. Mais bon, évidemment, on pourrait aussi se dire, dans les ressources, on peut trouver aussi bien des mécanismes de défense, tout dépend si on utilise le terme comme englobant ou comme quelque chose qui fait référence à des capacités particulières. Par exemple,
on considère que parmi les ressources facilitant le processus de résilience, en tout cas c'est ce qu'on a pu observer chez des individus notamment qui mettaient en place le processus de résilience entre guillemets de manière naturelle, enfin sans forcément d'aide de spécialistes, eh bien on retrouve un certain nombre de constantes. Alors chacun, évidemment, le présentera à sa façon, mais des constantes qui sont, par exemple, des aptitudes de sociabilité, qui vont faciliter l'empathie, les capacités d'empathie, éventuellement des ressources telles, y compris celles de l'humour, comme tu le sais, c'est un des domaines que j'aime à développer à certains moments. Alors, effectivement, si on prend d'ailleurs l'exemple de l'humour, on peut le retrouver comme mécanisme de défense, mais aussi comme ressource qui permet, par exemple, de faciliter les liens sociaux, de pouvoir exprimer sans être envahi par l'angoisse et donc de participer aussi au processus d'élaboration. Donc, finalement, ces trois termes, défense, protection, ressources, peuvent trouver des points communs, même si on peut évidemment les différencier. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question, qui n'était pas naïve. En fait, si tu veux, ce qui me met en difficulté avec le concept de mécanisme de défense, c'est que dans ma représentation, mécanisme de défense, c'est en fait réponse de survie. Et que sous un certain angle, les réponses de survie ont comme fonction de maintenir la survie, maintenir la vie. Et ce qui met en difficulté avec mécanisme de défense, c'est que certains mécanismes qui vont avoir comme fonction de maintenir la vie peuvent participer de l'entretien du vécu traumatique. Si je prends un exemple très classique, quelqu'un par exemple, qui va être abusé, qui se dissocie, le problème, c'est qu'après, la dissociation, elle peut continuer. Or, la dissociation a été la réponse de survie pour dire non. Mais en même temps, si cette dissociation perdure dans le temps, elle va, à ce moment-là, amener un dysfonctionnement et même peut être le lit d'une expression pathologique. Tout à fait. Dans la même idée, on cite souvent aussi le déni comme pouvant être un mécanisme de défense qui permet de protéger, qui est un mécanisme de survie. Donc, oui. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure un peu rapidement, si on considère qu'il y a deux phases dans le processus intrapsychique de la résilience, en tout cas c'est une lecture possible, on peut considérer que effectivement ces processus de survie, ces mécanismes de défense qui participent à la survie, ont un intérêt lorsqu'ils ne s'installent pas justement dans la durée. Et pour qu'il y ait véritablement résilience, ça suppose de passer à d'autres mécanismes de défense qui peuvent, eux, ne pas être tous des mécanismes de survie. Si on pense, je ne sais pas, à la sublimation, l'intellectualisation ou même l'humour que j'évoquais, je ne vais pas parler que de ça, mais qui peuvent aussi, qui ne sont pas que des mécanismes de survie. Non. Et qui, alors, pardon, non, vas-y. Pardonnera, j'ai mais alors vraiment beaucoup de mal d'entendre que sublimation, humour, puisse être dans la rubrique mécanisme de défense. Ce ne sont pas que des mécanismes de défense, certes. Alors, peut-être que tu me rejoindras. Moi, je trouve très intéressant les travaux de Georges Vaillant, Georges sans S, puisque c'est un Nord-Américain, malgré son nom qui pourrait faire penser qu'il s'agit d'un Français, et qui, dans son approche des mécanismes de défense, a une approche assez originale. Il considère qu'il y a des mécanismes de défense qu'il qualifie d'adaptatifs, enfin qui rejoignent l'idée de mécanismes de survie, au moins pour partie. Et il fait aussi une autre distinction entre des mécanismes immatures et d'autres qui seraient matures. Sous-entendu, les mécanismes matures étant plus des mécanismes qui permettent justement une adaptation plus réussie, qui vont au-delà des mécanismes de survie. Enfin, ça me fait en tout cas associer là-dessus. Et c'est vrai que dans l'approche de la résilience, lui d'ailleurs, Georges Vaillant s'est intéressé aussi à l'approche de la résilience. Je pense que cette lecture peut être intéressante sur ces deux moments. Mais effectivement, c'est vrai que Simon,
les mécanismes de défense, c'est tout ce qui permet finalement de protéger le moi de l'envahissement de l'angoisse. C'est la définition première. Mais certains facilitent aussi la reconstruction. Donc, bon, peut-être au-delà. Peut-être au-delà, oui, car j'ai du mal à imaginer, ça c'est une question, j'ai du mal à imaginer, si on est dans une vision processuelle et développementale de la résilience, que quelque part elle ne questionne pas le sens de la vie. Le sens de la vie. Ah, le sens de la vie. Et c'est là où j'ai une certaine difficulté à mettre la sublimation dans les mécanismes de défense, car pour moi, la sublimation, ça a à voir aussi avec la question du sens de la vie. Et que si on parle de mécanismes de défense, pour moi, on est dans une vision horizontale et dans une absence de verticalité. Et c'est laisser entendre que, comment dirais-je moi, alors, je vais le dire autrement, je me demande dans quelle mesure on peut parler de résilience s'il n'y a pas l'expression de phénomènes émergents à travers la rencontre. Sinon, est-ce qu'on n'est pas dans une vision adaptative, dans l'horizontalité? Ça, c'est une vraie question pour moi. Oui, alors je ne sais pas si j'ai bien compris ta remarque, mais moi, ça me fait en tout cas associer sur le fait que lorsque l'on parle de reconstruction, de nouveau développement après une situation traumatique, effectivement, ça s'appuie notamment non seulement sur peut-être la mobilisation à certains moments de mécanismes de défense plus ou moins adaptés, mais aussi ça s'appuie beaucoup sur la capacité du sujet à donner du sens non seulement à ce qui s'est passé, pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir effectivement élaborer et arriver finalement à se construire avec aussi ce passé, cette histoire qui devient la sienne, qui devient une partie, ce changement moléculaire, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi le sens, enfin la question du sens qui est fondamentale dans l'approche de la résilience, c'est aussi pouvoir se projeter, trouver du sens à sa vie. Et parfois, les individus résilients, les personnes résilientes racontent comment leur histoire traumatique leur a permis finalement de s'intéresser à tel domaine, de faire quelque chose de particulier, de mobiliser leur créativité ou un certain nombre d'autres qualités qui semblent issues d'après leur propre lecture. Hein. C'est vrai que ça rejoint une vision que l'on peut discuter, hein, qui consiste à penser que le traumatisme peut aussi réveiller des compétences chez les sujets. Et notamment, alors je ne sais pas si j'ai bifurqué un petit peu sur ce que tu disais, mais en tout cas, je voulais surtout souligner l'importance de la question du sens et du travail sur le sens. Et lorsque l'on fait des accompagnements en référence explicitement ou moins explicitement à la résilience, en tout cas en thérapie, c'est vrai que la question du sens est fondamentale dans l'approche thérapeutique des sujets, et c'est le sens dans tous les sens, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire effectivement trouver du sens, donner du sens, aller vers quelque chose et pouvoir aussi bâtir des projets à partir de là. Donc la reconstruction, c'est ça. Le nouveau développement suppose aussi ce que l'on appelle par ailleurs, comme tu le sais, le processus de mentalisation qui va permettre de pouvoir se raconter, dire et éventuellement le raconter à d'autres, parce que l'histoire, c'est pas l'histoire factuelle, bien sûr, c'est l'histoire émotionnelle de ce qui a été vécu. Et comme je sais que tu as travaillé aussi sur la question du transgénérationnel, est-ce que la question du sens, c'est pas aussi le sens pour, j'allais dire, les générations futures? Ce que je veux dire par là, c'est, je suis frappé dans la clinique
nombre de patients, de patientes qui vont me dire « Non, mais si c'était que moi, je ne serais pas prête à travailler sur mon histoire traumatique. Mais pour mes enfants, ça, je suis prêt. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour en quelque sorte, changer le cours de l'histoire pour leur permettre d'entrer dans une autre histoire. » Alors oui, ça dépasse peut-être, si je puis dire, l'approche de la résilience, mais ça rejoint en tout cas un domaine qui m'est cher. Effectivement, l'approche transgénérationnelle avec notamment tout le travail sur le sens que l'on peut faire et qui peut permettre en tout cas non pas de se défaire, mais de donner du sens à des traumatismes pour éviter notamment, c'est peut-être ça que faisaient allusion les personnes dont tu parles, pour éviter la transmission du traumatisme. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas le traumatisme qui se transfère, bien sûr, ce sont les effets délétères du traumatisme, les dysfonctionnements qui sont associés à ces traumatismes, les souffrances qui persistent. Et c'est vrai que travailler sur son histoire permet, en tout cas, si tout va bien, de ne pas non pas seulement répéter, mais surtout de ne pas répercuter, c'était le terme que je cherchais, auprès des générations suivantes, les effets délétères des traumatismes vécus ou reçus déjà peut-être des générations précédentes parfois. C'est un élément important là que j'entends là dans ce que tu dis. Est-ce que je dois comprendre que dans la vision de la résilience, la vision de la résilience, c'est une vision individuelle? Une vision individuelle, c'est-à-dire Une vision qui prend la personne en soi, si je dis ça comme ça. D'ailleurs, une personne ou une collectivité ou un groupe, est-ce que c'est dans cette vision-là ou est-ce que parce que ça me posait la question à ce moment-là, est-ce qu'on construit notre propre histoire autrement que dans un contexte et en lien avec d'autres? Je ne t'apprendrai rien, nous sommes tous des animaux sociaux, relationnels, très touchés par les liens affectifs, y compris ceux qui essayent de s'en préserver et qui s'isolent. C'est bien parce qu'il y a quelque chose de très sensible chez eux autour de ça. Donc effectivement, l'individu n'est jamais complètement isolé. Quand on dit l'individu, c'est une façon de parler, c'est pour parler du sujet, mais c'est toujours le sujet en relation. Enfin, en tout cas dans mes propos, toujours en relation directe, en relation indirecte, en relation affective, porteur d'une histoire familiale, même si les ancêtres parfois ne sont plus là, etc. On est des êtres non seulement sociaux, mais surtout, ce serait plus exact de dire des êtres de relation. Et on est fait par ça, on est construit comme ça. Donc effectivement, alors je ne sais pas si tu voulais aussi évoquer, mais moi, quand tu parles de résilience individuelle, je saute un peu sur un autre chapitre peut-être, mais peut-être pour rappeler que jusque-là, on a parlé essentiellement d'un individu ou de personnes résilientes ou dites résilientes. Et effectivement, l'approche de la résilience s'applique aussi. Alors, c'est vrai qu'au départ, les premiers travaux concernaient des individus, des personnes, des enfants, des adolescents, puis des adultes, etc. Bon, soit qui vivaient en contexte à risque et qui semblaient s'en sortir et se développer sans problème majeur, soit qui avaient pu surmonter un traumatisme plus ponctuel éventuellement. Mais assez rapidement aussi, des travaux ont porté sur la résilience de groupes qui peuvent être des groupes familiaux, ou des collectivités, enfin des communautés ou des collectivités, personnes vivant dans une même société ou une même ville, etc. Et c'est vrai que l'approche de la résilience, du coup, est forcément différente. Alors, si on prend la famille, on reste quand même assez proche de ce que l'on peut dire pour la résilience des individus, d'ailleurs, puisque dans la résilience dite familiale, il y a deux aspects. On peut
penser, on parle parfois de résilience familiale pour en fait évoquer les soutiens, les ressources qui vont aider un individu blessé, pour faire bref, à construire son cheminement de résilience. Mais ça, c'est, bon, j'allais dire, ça fait partie des ressources, des soutiens, ça rejoint ce que l'on a dit tout à l'heure sur les aides, les accompagnements et éventuellement les tuteurs de résilience. Mais il y a un autre domaine d'approche qui a été développé, qui est assez intéressant aussi, même s'il est peut-être encore en construction, qui consiste à penser la résilience comme pouvant être la résilience du groupe familial dans son ensemble, avec une approche de type systémique, en tout cas groupal, et cette fois-ci, l'idée étant que ce n'est pas évidemment l'association des résiliences individuelles, hein, bien entendu, mais bien un processus de résilience qui concernerait cette fois-ci le groupe familial. Alors là, on ne parlera pas de mécanisme de défense, ce n'est pas forcément le lieu, c'est plutôt d'autres types de relations, des modes de soutien, des modes d'échange, des modes de communication. On est vraiment complètement dans le relationnel. Et concernant donc cette fois-ci la résilience, enfin le domaine de la résilience dite collective, eh bien on voit malheureusement on a beaucoup d'exemples dans la vie après j'allais dire un cataclysme comme un tremblement de terre. Bon, il y a peu en Syrie et en Turquie par exemple, on voit des solidarités qui apparaissent de la communauté, qui viennent, des personnes qui ont aussi tout perdu et qui vont venir aider. Et c'est vrai qu'on parle de résilience avec une approche un peu différente, bien sûr. Là, on est plus dans les processus, c'est plus une approche de type psychosocial, mais qui fait, enfin, c'était aussi pour ajouter un petit peu ce qu'on avait commencé par ça. Tu avais souligné le fait que l'on parlait de résilience un peu dans tous les sens. Et c'est vrai on utilise le même terme, mais derrière ce terme, on n'a pas du tout les mêmes assises. Ce n'est pas, évidemment, il ne s'agit pas de mécanisme de défense, il ne s'agit pas de processus intrapsychique, mais bien d'une résilience de type relationnel, psychosocial, basée sur les aides, les soutiens, etc. Mais qui sont... Alors peut-être qu'il faudrait trouver d'autres termes, hein, mais pour le moment, on utilise celui-là. Marie, comme on va arriver et que je vois que Sabria va reprendre la parole, j'ai quand même une grande question à te poser par rapport à la résilience, comme le temps tourne, entre la résilience adaptation et la résilience processus de vie. Et qui pour moi est une vraie question, et peut-être que c'est même la question, me semble-t-il, centrale. Est-ce que la résilience est possible sans témoigner de l'inacceptable de ce que tu as vécu, dès lors que ce que tu as vécu est inacceptable humainement? Tu veux dire dans le sens de pouvoir, s'il y a une absence de possibilité de mettre des mots, d'en faire un récit, ou de symboliser peut-être, parce que... Et d'avoir une oreille qui puisse partager l'inacceptable. Je pense que c'est extrêmement important, c'est-à-dire que il y a toujours un destinataire. Alors, ça peut être un destinataire, je pense, je ne sais pas si je vais un peu vite parce que je crois que le temps avance, parce que ça me fait penser à beaucoup de choses à la fois. Lorsque l'on pense tout à l'heure, on évoquait très rapidement les thérapies à médiation. Bon, il y a la médiation animale, mais il y a toutes les autres formes de médiation. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le support d'un récit, mais le récit, parfois, est difficile ou impossible, ou pour certains enfants, mais aussi parfois pour des adultes. Il y a la nécessité de passer par finalement des modes de symbolisation, écriture, dessin, des modes qui font référence à la créativité des sujets. Et pour moi, c'est une façon aussi justement de pouvoir, pas seulement avec des mots, mais de pouvoir faire un récit, mais autrement de son histoire. Et donc, en tout cas, de mettre en travail son histoire, qui pourra peut-être un jour être mise plus particulièrement en mots. Parfois, il faut passer par cette médiation et cette symbolisation du dessin, etc. Mais l'écriture aussi, l'écriture de vie peut faire aussi, peut avoir ce rôle-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, c'est dans la pratique que j'ai développée, c'est justement tout ce qui concerne le travail d'externalisation et de mettre en forme à l'extérieur
ce qui serait difficile de témoigner en direct. Voilà. Et qui permet de pouvoir être partagé sans que ça fasse effraction chez le patient et chez le thérapeute, chez la patiente et la thérapeute. Et que c'est quelque chose effectivement de tout à fait, me semble-t-il, fondamental. Car effectivement, c'est plutôt la relation à ce que l'on a vécu que ce que l'on a vécu en direct. Et comme tu l'as dit justement, je crois que dans le terme de psychotraumatisme, la difficulté, c'est qu'on réduit le psychotraumatisme à l'acte ou à l'événement, alors qu'en fait, le psychotraumatisme, ce qui va construire le psychotraumatisme, c'est plutôt les effets, ce qui va perdurer des effets dans le temps. Et que c'est à ce niveau-là, me semble-t-il, qu'effectivement, on peut remobiliser les choses. J'ai entendu très mal ce que tu disais, donc j'ai du mal à réagir parce que je suis pas sûre d'avoir. Donc, je vais redire, je disais simplement, c'est dans ce que j'ai développé, c'est ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire comment mettre en forme la problématique de telle sorte qu'elle soit recevable et par le patient et le thérapeute, et des façons qui puissent être à la fois entendables sans être débordées par l'impact émotionnel. Et que cette expression et que ce partage à ce moment-là, c'est ça qui va permettre dans la rencontre de pouvoir mettre en forme, digérer, faire évoluer ce qui dysfonctionne. Car c'est juste ce que je disais, c'est que c'est plutôt les effets. Le psychotrauma, c'est pas l'événement, c'est les effets qui vont perdurer dans le temps qui vont faire psychotrauma. Et que c'est de ces effets-là qu'il s'agit de se dégager, en tout cas de sortir de cette emprise, me semble-t-il. Absolument. Alors, tu vas dire que je reviens souvent sur la question de l'humour. L'humour en thérapie peut être tout à fait intéressant aussi, hein, qui permet aussi, justement, ça peut être une façon de médiatiser les choses. Condition que l'humour soit partagé. Absolument. Et que, évidemment, les conditions, mais j'aurai l'occasion, je l'espère, de parler de cet aspect-là pendant le congrès, tout à fait. Est-ce que je peux proposer quelque chose en guise, non pas de conclusion, mais pour redonner peut-être la parole aux patients, aux patientes. J'ai reçu ces jours-ci un message sur mon site d'une personne qui réagissait à un de mes écrits. Elle disait que notamment, j'avais écrit que le processus de mentalisation et la richesse de l'espace imaginaire contribuent pour une large part à la mise en place d'un fonctionnement résilient. Et elle réagissait à ça en me disant voilà, que ça l'avait particulièrement touchée, et elle me dit ceci. Victime d'un AVC en octobre 2022, je suis hémiplégique gauche, 5 mois de rééducation, un accompagnement familial et amical de tout instant et une forte énergie mentale dès les premiers moments de l'envahissement de la paralysie m'ont permis, malgré de nombreux creux de vagues, de cheminer vers cette vie différente. Et elle ajoute, nul ne sort indemne d'un tel séisme, il reste à imaginer pour se reconstruire. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on retrouve finalement les différents ingrédients. Effectivement, l'accompagnement familial, amical, soutien, aide, tuteur, une forte énergie mentale, ses ressources propres, sa propre... Et elle dit aussi quelque chose que l'on a peut-être moins dit jusqu'à présent, malgré de nombreux creux de vague. Effectivement, la résilience, la résilience, le processus de résilience ce n'est pas acquis forcément une fois pour toutes, peut rencontrer des fluctuations. Ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas ou qui devient un trait de personnalité forcément. Donc c'était l'occasion peut-être de reparler aussi des personnes directement concernées. Et j'ai trouvé que ce message reprenait bien ces différentes ramifications du processus de résilience. On va te redonner la parole, Sabria, pour les questions. Merci Eric. Alors, merci pour cet échange. Alors, je ne vous entends pas. Ah, alors, je vais mettre... Vas-y, Sabria. Vous m'entendez, Marie? Oui.
Merci pour cet échange. Il y a eu plusieurs questions, mais comme le temps nous est limité, ce qui m'est venu, c'est est-ce que la résilience se pense? Est-ce que Est-ce que la résilience se pense? Est-ce que la résilience se pense? Et est-ce que la résilience se pense? ça vient aussi se mettre en lien avec une question. C'est-à-dire, vous pouvez préciser votre question? Ça vient se mettre en lien avec. Je pense pour qui? Pour le thérapeute? Pour la personne qui se dit résiliente? Est-ce que c'est ça qui vous... ou est-ce que c'est Je vais préciser ma prendre question. conscience de quelque chose qui se passe? Est-ce que je vais préciser ma question qui vient se mettre en lien avec la question de Stéphane qui pose le risque n'est-il pas d'utiliser le terme de résilience à outrance, individu, famille, groupe et aujourd'hui entreprise, et en d'autres termes pour la résilience. Attends, Oui, parce que... parler lentement, vas-y. Okay. Donc je posais la question de est-ce que la résilience se pense? Est-ce que la résilience se pense? Cette question vient se mettre en lien avec une autre question que Stéphane a. Cette question vient se mettre en lien avec une autre question. Qui est le risque n'est-il pas Le risque n'est-il pas d'utiliser le terme résilience d'utiliser le terme résilience à outrance, individu, famille, famille, société, groupe, entreprise? en d'autres termes, quelle est la différence entre résilience et représentation de la résilience? Quelle différence y a-t-il entre résilience et représentation de la résilience? D'accord. Est-ce que Oui, je vais essayer. Alors, bon, en tout cas, la question de est-ce que la résilience se pense, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je l'ai compris en tout cas comme ça. C'est est-ce que si ça signifie la prise de conscience des personnes dites résilientes, on pourrait dire oui et non. C'est-à-dire que les enfants qui ont été qualifiés de résilients ne se pensaient certainement pas résilients. Il y a un bon nombre d'adultes également actuellement dont on peut parfois penser qu'ils sont résilients, parce qu'après tout, c'est appliqué, il s'agit d'appliquer une théorie, un éclairage théorique, qui est un éclairage comme un autre, d'ailleurs. Il n'a pas vocation à remplacer tous les autres. Eh bien, donc, alors les qualifier on devrait d'ailleurs dire personne en situation de résilience, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont être forcément résilients toujours. À côté de ça, effectivement, mais c'est en lien sans doute avec la deuxième partie de votre question, effectivement, le terme de résilience est tellement utilisé de partout. On parle de matelas résilient, on parle de l'armée résiliente, on parle je vous disais, de banques résilientes, etc. Donc, bien souvent, d'ailleurs, comme un simple synonyme de résistance à quelque chose, bon, mais sans forcément, évidemment, qu'il y ait de réels liens avec ce que l'on peut dire de la psychologie de la résilience. Eh bien, le risque, c'est effectivement, c'est vrai, éventuellement d'appauvrir le terme. Mais il faut faire la différence peut-être entre ce qui se passe dans les médias, où certains utilisent le terme un peu, effectivement, à outrance, et ce que l'on peut en faire en clinique. Et où là, on peut prendre la peine d'expliquer de quoi on parle, que la résilience n'est pas simplement le retour à un état antérieur, que la résilience n'est pas uniquement la simple résistance à quelque chose, que ça va au-delà, que c'est un peu plus complexe. Mais bon. Et c'est vrai que le fait aussi d'utiliser les termes de résilience aussi bien pour qualifier des individus, des groupes familiaux, des collectivités, des entreprises, etc., c'est vrai que c'est un réel problème dans le sens que c'est une transposition, puisqu'au départ, si on repense à l'utilisation de cette approche initialement, c'était vraiment l'être humain, l'individu dans un contexte défavorable, fortement défavorable, avec de multiples facteurs de risque pour certains cas, ou confronté à une situation traumatique à un moment donné. Et c'est vrai que le fait à la limite, la famille
pourquoi pas. Mais pour parler des autres personnes, peut-être faudrait-il trouver d'autres concepts, d'autres approches pour éviter cet amalgame. Mais bon, c'est un peu un moment donné, il y a quelques décennies maintenant, parce que c'est peut-être un peu moins le cas, on mettait la lecture psychanalytique à toutes les sauces. C'était un peu pareil, les médias en parlaient, on allait voir un film, on avait une lecture psychanalytique du film, on faisait, enfin, sans arrêt. Ça n'a pas forcément toujours servi, en tout cas à l'approche psychanalytique proprement dite, parce que là aussi, il y a eu, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Je ne dis pas que c'est uniquement pour ça qu'il y a une certaine désaffection, mais quand même. Et c'est vrai que pour l'approche de la résilience, le risque pourrait être effectivement à force de l'utiliser dans tous les sens, d'en faire un simple synonyme soit d'adaptation, soit de comment dire, de résistance à quelque chose, sans que ce soit... Bon, après, il faut aussi vivre avec la réalité de l'évolution des théories. Peut-être que c'est une théorie qui va trouver une fin en soi un jour, je ne sais pas, mais on a dit il y a même 20 ans, 30 ans, on disait « c'est un phénomène de mode ». Là, cette approche a été vraiment développée de manière assez précise et de plus en plus précise depuis plus de 50 ans. C'est pas rien quand même pour une théorie. Et ce phénomène de mode, a l'air de persister. Si ce n'est que, après, on ne peut pas empêcher les médias de se saisir de ce terme, de Macron de se saisir de ce terme. Poutine a parlé aussi de résilience, etc. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, c'est un peu la rançon de la gloire. C'est un terme qui est devenu à la mode. Est-ce qu'on peut dire, Marie, que tant que l'idée de la résilience ou de la théorie de la résilience reste sur un phénomène dynamique et processuel, c'est OK, que s'il passe sur un mode identitaire d'adaptabilité ou de suradaptabilité, à ce moment-là, ça peut être tout à fait discutable. Est-ce que tu peux juste répéter Je dis si. Tu m'entends là? Oui, maintenant, oui. Je dis si la résilience est inscrite dans une vision processuelle et dynamique, là, ça a du sens. Est-ce que je peux dire que si la résilience est instrumentalisée dans une position identitaire comme revendication d'une adaptabilité ou de suradaptabilité, surtout quand en plus c'est manipulé quand le contexte, comment dirais-je, quand le contexte est maltraitant ou a été délétère, est-ce que là c'est pas plus discutable en fait? Et est-ce que le problème il n'est pas là? C'est l'instrumentalisation de la résilience qui pose problème. Mais à ce moment-là, l'intention est autre. Oui, alors ça me fait aussi associer, et c'est vraiment pour rester dans la même idée, on n'a pas parlé jusqu'à présent, et c'est quand même important de le rappeler, derrière effectivement ce terme si on pense la résilience comme une adaptation, encore faut-il savoir ce que l'on met effectivement derrière ce terme. Est-ce que c'est un ajustement, un mode comment dire, qui permet en tout cas à la personne effectivement de dépasser et de surmonter le traumatisme, ou est-ce que c'est une simple adaptation, si je puis dire, qui peut être une adaptation, voire une suradaptation qui serait plutôt de l'ordre d'une pseudo-résilience en fait, d'une certaine façon, puisqu'on peut avoir des adaptations pathologiques. Oui. Et non pas voilà. Alors que c'est sous-entendu une bonne adaptation, mais qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Là aussi, autre question que l'on peut se poser derrière cette adaptation, est-ce qu'il n'y a pas une souffrance psychique qui est là, mais qui est non exprimable derrière cette façade d'adaptation? Donc il y a encore des champs de recherche extrêmement importants à retrouver, ce qui en tout cas moi me fait pencher sur l'idée de bien rester sur la prise en compte de la résilience comme un processus, effectivement, et pas une adaptation. En tout cas, le terme d'adaptation ne me convient pas, comme tu l'as souligné toi-même. Ça peut être finalement une adaptation on s'adapte à ce qui va mal. C'est assez, enfin, ce qui va mal de manière également pathologique. Mais là, on retrouve peut-être
je sais pas, quelque chose de l'ordre de la survie. Ça serait peut-être la première phase, mais on n'est pas vraiment dans la résilience. Oui. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais ça me fait associer sur plein de choses, mais peut-être qu'on en reparlera une autre fois, parce que là, on va dépasser. Sabrina, à toi. Oui, alors justement pour quelques minutes avant de clôturer, quand vous parlez de processus, je viens de mettre en lien avec un commentaire, une question de Stéphane qui dit, comme le disait Viktor Frankl, hein, sur le sens de la vie. Alors attends, il faut que je réponde. Donc, comme disait Viktor Frankl sur le sens de la vie, le mouvement ne se fait-il pas de la vie en direction de la personne résiliente? le mouvement ne se fait-il pas de la vie en direction de la personne résiliente, Plutôt que l'inverse à travers la question? plutôt que l'inverse à travers la question? Non pas qu'est-ce que tu attends de la vie, mais qu'est-ce que la vie attend de toi avec ce que tu es Qu'est-ce aujourd'hui. que tu attends de la vie, mais qu'est-ce que la vie attend de toi? Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, mais en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous faisiez référence à Viktor Frankl. Oui. C'est ça? En fait, l'idée, je résume, c'est est-ce que la résilience est un mouvement de réception de la vie vers soi, ou est-ce que la résilience, c'est un mouvement d'appropriation de soi vers la vie? Ah, c'est clairement, puisque ce n'est pas une capacité juste interne qui serait présente ou absente, c'est bien un mouvement qui conduit. Et c'est vrai que le lien que l'on peut faire avec la quête de sens de la vie de Frankl, c'est un support du processus de résilience important, extrêmement important. C'est bien cette quête. Alors, c'est à la fois un mouvement, mais c'est un mouvement qui vient de la personne et qui va lui permettre d'être en lien avec la vie, de trouver du sens à la vie, mais ça rejoint quand même quelque chose d'interactif, ou en tout cas de relationnel. Trouver du sens à sa vie, c'est effectivement un mouvement qui conduit vers quelque chose, et ça vient de la personne. Enfin, je ne sais pas si je... Oui, j'entends, oui. Mais Viktor Frankl est souvent présenté comme un résilient, effectivement, puisqu'il a été en camp de concentration, et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il a développé sa thérapie, ou sa forme de thérapie particulière, la logothérapie, appuyée sur le sens de la vie, effectivement. Mais c'est une forme particulière, mais en lien avec sa propre histoire, certainement. Je suis désolée de ces problèmes d'écoute, hein, mais bon, on essaye non pas d'être résilient dans l'histoire, parce que ça serait un abus de langage. On essaye plutôt de s'adapter. On essaye plutôt de s'adapter, on est d'accord. Là, ce serait justement un détournement du terme. Là, je ne pense pas qu'on soit dans une situation traumatique. Donc, finalement, pour résumer, c'est la vie en direction de l'individu et l'individu en direction de la vie. Et oui, pour résumer, c'est la vie en direction de l'individu et l'individu en direction de la vie. Certes, tout à fait. Merci. Et il me semble que c'est un bon moyen de clôturer. Est-ce que c'est OK que ce soit un bon moyen de clôturer ce webinaire? Mais oui. Dans cette direction de la vie. Direction de la vie. Je vais juste avoir une petite question pour terminer, Marie. Je vais rebondir sur la question du frondeur. Est-ce que la résilience, alors là, je vais te poser la question, est-ce que la résilience n'amène pas quelque part, ou l'activation du processus de résilience n'amène pas quelque part à re-questionner la norme? La norme. Peut-être, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on pense que l'adaptation, ou la résilience serait une simple adaptation, là, c'est répondre ou se poser la question effectivement de la norme, parce qu'après tout, l'adaptation fait référence
ce que peut en dire une société donnée. On sera adapté ou pas en fonction des normes de la société. On ne sera peut-être pas adapté à une autre société à côté. Donc, effectivement, peut-être que l'approche de la résilience, après, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, pourrait se concevoir non pas comme effectivement une adaptation à une société donnée, mais peut-être autre chose, peut-être plus créatif, qui permet justement peut-être de trouver du sens à sa vie, mais de diverses façons et d'une façon peut-être plus... on pourrait rebondir tout à l'heure au tout début, lorsque tu as parlé des fondeurs et non pas des frondeurs. Donc, ça m'a fait aussi penser, on l'évoque bien souvent comme une métaphore possible de la résilience, l'art japonais qui s'appelle le kintsugi, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que l'idée de faire quelque chose d'autre, peut-être de beau, en tout cas d'artistique, en tout cas de différent, à partir d'une poterie cassée, en sublimant, enfin cette fois-ci au sens artistique du terme, les parties, les fêlures, les cassures, en mettant de l'or, de l'argent, quelque chose de beau pour en faire de l'art. Après, est-ce que la résilience, c'est forcément ça? Tout dépend comment chacun vit son cheminement de résilience. Très bien. Eh bien, nous allons pouvoir conclure ce webinaire. Tu dis un petit message à nouveau sur le congrès Oui, je rappelle que le congrès de la BOL aura lieu, le prochain congrès sur le thème s'accorder, co-créer, transmettre le lien humain au cœur de la thérapie. Avec la participation de Marie. Avec la participation de Marie, bien sûr. Entre autres. Entre autres. Et Boris Cyrulnik aussi. Et Boris. Et que ça se déroulera au Palais des Congrès de la BOL du 31 mai au 3 juin et que vous êtes toutes et tous les bienvenus et que je vous invite aussi à partager l'information auprès de vos réseaux afin que la communauté puisse s'agrandir et continuer à faire émerger le processus résilient. Merci Sabria. Merci Marie. Merci à vous. Merci. Au plaisir de... Un beau moment et au plaisir de se retrouver. Donc, dans tous les cas, à la boule. À la boule. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.